Mr. President, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de délégation, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président, alors que vous entamez la présidence de cette auguste assemblée, notre monde est confronté à des questions morales profondes. Des questions qui, pour être réglées, nécessiteront plus que les discours habituels du haut de cette tribune. Des questions qui ont trait au but ultime de cette organisation, des Nations Unies, et de ce que l'on peut faire pour que l'organisation des Nations Unies reste pertinente et résiliente. C'est en exprimant ces sentiments que je vous transmets les salutations fraternelles et chaleureuses de mes compatriotes. Je vous félicite en leur nom pour votre accession à la présidence de l'Assemblée. Vous pouvez compter sur toute la coopération de ma délégation dans l'accomplissement de vos grandes responsabilités au cours de ce mandat. J'aimerais également rendre hommage à votre prédécesseur, son Excellence Denis Francis, pour les nombreux progrès notables réalisés pendant son mandat. J'ai également le plaisir de saluer son Excellence Antonio Gutiérrez, le secrétaire général des Nations Unies, pour sa détermination à servir la cause de la paix et du développement et pour ses efforts visant à démocratiser les Nations Unies pour refléter les réalités actuelles et corriger ou rectifier l'injustice historique infligée à l'Afrique. Je me réjouis en outre de prendre note de l'appui apporté au secrétaire général par notre chère sœur et compatriote Amina Mohamed, vice-secrétaire générale, qui partage avec lui le poids des responsabilités à la tête d'une organisation aussi complexe que les Nations Unies. Monsieur le Président, le thème choisi pour cette année ne laisse aucun doute sur le fait qu'il reste beaucoup à faire pour combler le fossé entre les aspirations et les réalités du monde d'aujourd'hui. Ce thème souligne également la nécessité de rappeler que les Nations Unies incarnent d'abord et avant tout l'ouverture qui repose sur trois piliers, paix, développement durable et droits humains. Or, ces piliers, aujourd'hui, sont compromis. Ils risquent d'être brisés par l'acharnement de certains à promouvoir des priorités nationales et individuelles plutôt que les besoins collectifs des nations réunies ici. Si l'attachement au multilatéralisme est la meilleure garantie d'une action globale face aux défis existentiels qui sont les nôtres, la singularité et le nationalisme sapent aujourd'hui notre volonté de régler ces problèmes de manière pacifique et collective. Nous traînons depuis des années de nombreux défis. J'en citerai quelques-uns: terrorisme, conflits armés, inégalité, pauvreté, discrimination raciale, abus des droits humains, crise alimentaire, faim, flux migratoires irréguliers, piraterie, pandémie mondiale, hyperinflation, prolifération nucléaire, endettement, asphyxion, changement climatique et bien d'autres. La manifestation persistante de ces défis témoigne de nos échecs plutôt que des exploits, des nobles exploits que nous aurions accomplis. Des milliards de dollars sont aujourd'hui engagés pour faire la guerre et attiser les braises des conflits. Et pourtant, nous sommes réticents à dépenser les ressources requises pour bâtir la paix et répondre aux besoins élémentaires des peuples. La question de la gouvernance est au cœur de nos problèmes aussi, mais c'est également la solution. Nous l'avons reconnu au Nigeria le 12 juin dernier lorsque nous avions célébré un quart de siècle de pouvoir démocratique ininterrompu. Nous sommes non moins fiers de cet exploit du fait qu'au cours des 2 dernières décennies, toute l'Afrique a été submergée par une vague de démocratisation. Toutefois, le retour des changements de gouvernement inconstitutionnels et des coups d'État militaires dans certains pays du Sahel souligne la fragilité même de cette démocratie lorsqu'elle ne repose pas sur des piliers solides, le développement économique, une paix, une sécurité pérenne. C'est cette fragilité plutôt que les progrès réalisés grâce à la gouvernance démocratique en Afrique qui devrait compter le plus dans notre discussion ici, à ce débat de haut niveau et ailleurs.
Si nous abhorrons les changements de gouvernement par la force, nous devons également prendre note de l'impatience qui bout dans les villes et les villages face à la lenteur des avancées démocratiques. Nos peuples ont besoin d'emploi, ils ont besoin de moyens de subsistance décents. Ils aspirent à une éducation de qualité abordable, à des soins de santé abordables et de qualité pour leurs enfants et leurs familles. Ce qu'ils veulent, c'est vivre dans des environnements sûrs, sains et sécurisés. Il leur faut de l'espoir et des chances. Ils désirent vivre dans la paix et la tranquillité et faire ce qui leur procure du bonheur et de la satisfaction. Lorsque les gouvernements ne répondent plus à l'appel du peuple, ces derniers, inévitablement, se posent la question de savoir si la démocratie a encore une utilité. Ils remettent en question d'autres idées aussi, comme l'état de droit. L'endettement mondial représente une charge qui sape également la capacité des pays et des gouvernements à répondre aux besoins de leurs citoyens. Aujourd'hui, les politiques protectionnistes détruisent les espoirs de prospérité de nombreux peuples et nations. La compétition débridée plutôt que la coopération dissuade les investisseurs. L'insécurité générale crée des difficultés sans précédent. Il est du devoir de la communauté internationale de rétablir la confiance dans le pouvoir démocratique et l'ordre constitutionnel en accordant plus d'attention aux besoins et aux aspirations des peuples plutôt que de se contenter de déplorer du bout des lèvres les exactions des droits humains et de dire que l'on veut garantir le développement durable et la paix. C'est la substance de la démocratie qui doit maintenant être ramenée à la vie, pas simplement sa forme. Nous ne pouvons pas bâtir des sociétés durables sous la menace du terrorisme, du banditisme et de l'insurrection dans nos pays et nos régions. L'extrémisme violent demeure une menace existentielle pour la paix, la sécurité et le développement à l'échelle nationale et internationale. Mais nous déployons des efforts concertés pour contenir et enrayer cette menace. La réunion africaine de lutte contre le terrorisme qui s'est tenue au Nigeria en avril 2024 et sa déclaration d'Abuja promettent de trouver des solutions durables aux défis que représentent les terroristes et les insurgés. Le changement climatique aussi est un moteur d'insécurité. C'est un véritable défi pour le développement durable. Il y a quelques semaines, de larges pans de mon pays étaient inondés par des précipitations saisonnières, notamment une de nos plus grandes villes, Maïdougouri, au nord-est. D'autres parties du Nigeria ont également traversé des tragédies similaires avec perte de vie et de destruction de biens à la clé. Nous ne devons pas nous rappeler simplement d'être fidèles à la mise en œuvre de nos engagements. Ça va de soi. Ne pas le faire revient à repousser l'inéluctable. Aucun pays, en effet, n'est à l'abri des effets des changements climatiques. Il faut coopérer et travailler de manière concertée plutôt que de rester recroquevillés sur nous-mêmes attendant l'inévitable. Un défi commun nécessite une solution commune. Le Nigeria est prêt à répondre à ses obligations en termes d'atténuation et d'adaptation, aussi bien sur le plan national que au plan régional, avec la participation active d'autres pays et partenaires internationaux, bien sûr. La prévention des conflits est la principale raison pour laquelle l'ONU a été créée. Mais la prévention est d'autant plus difficile que les conflits deviennent aujourd'hui chose banale lorsque le fait de condamner la violence et les victimes civiles, appelées à un cessez-le-feu, devient controversé. Nous l'avons souligné à la réunion ministérielle de haut niveau d'Abuja. Il faut aujourd'hui remettre l'accent sur la prévention des conflits. En effet, s'attaquer aux causes profondes des conflits est la première étape pour trouver des solutions à long terme. Il est évident que certaines des causes profondes de ces conflits sont de nature sociale. Pauvreté, faim, ignorance, inégalité, exclusion, entre autres formes d'injustice. Au Soudan et ailleurs sur notre continent, plus loin encore, des acteurs étrangers exacerbent ces tensions pour prolonger les conflits et perpétuer les souffrances des populations innocentes. Aujourd'hui, nous sommes tous témoins d'une situation déchirante à Gaza et dans les territoires palestiniens. On ne peut pas parler de guerre et de paix, de conflit et de réconciliation ou d'impératif humanitaire sans penser au conflit israélo-palestinien, un conflit qui fait rage depuis le 7 octobre de l'année dernière. Bien entendu, ce conflit n'a pas commencé le 7 octobre. Il couve depuis au moins un demi-siècle.
Ce que cela nous dit est que la communauté internationale n'a pas été à la hauteur des aspirations des Nations Unies. Elle n'a pas débarrassé le monde des inégalités, des violences et de la domination exercée par un peuple sur un autre. Pourtant, nous le savons, la justice est contraire à la vengeance. La liberté, quant à elle, est un droit inaliénable et naturel dont on ne peut pas priver tout un peuple. Le peuple palestinien mérite son indépendance. Il mérite d'avoir un pays, des territoires reconnus d'ailleurs par cette même assemblée, par le droit international, reconnaissance pourtant ignorée. Le Nigeria continue d'exhorter à intensifier les efforts pour ramener à la vie la solution à deux États et ouvrir une nouvelle page dans l'histoire de cette région. Le Nigeria réaffirme également son attachement à l'appui aux opérations des maintiens de la paix. L'Afrique doit bâtir des armées professionnelles et fortes afin de répondre aux nombreux défis qui sont les siens. Nous rappelons encore une fois qu'il est essentiel d'apporter un soutien international à la force africaine prépositionnée, outre l'appui et les ressources nécessaires pour moderniser et rendre opérationnel le centre d'excellence sur les questions de lutte contre le terrorisme en Afrique. Monsieur le Président, la réforme du Conseil de sécurité est cruciale pour que l'ONU renforce sa crédibilité et reste pertinent dans un monde qui change trop vite. Certains membres permanents du Conseil de sécurité ont d'ailleurs appuyé cette réforme du Conseil de sécurité. Nous nous félicitons du changement de ton et encourageant à l'accélération des efforts. Le Conseil de sécurité devrait s'élargir dans les deux catégories, membres permanents et non permanents, afin de refléter pleinement la diversité et la pluralité du monde. Nous appuyons pleinement les efforts du secrétaire général Guterres en ce sens. L'Afrique doit bénéficier du respect qu'elle mérite au Conseil de sécurité, car notre continent mérite toute sa place dans la catégorie des membres permanents du Conseil de sécurité. Notre continent doit bénéficier des mêmes droits et avoir les mêmes responsabilités que les autres membres permanents. Monsieur le Président, la plupart des pays en développement accusent un retard dans la réalisation des objectifs de développement durable en raison du manque de ressources servant à financer la mise en œuvre de ces objectifs et en raison également d'un taux d'endettement non viable. Nous espérons que l'adoption du pacte pour l'avenir nous permettra de changer la rhétorique et de repositionner nos économies, de traduire tout cela en mesures concrètes pour trouver des solutions aux problèmes des pays en développement et des pays les moins avancés. Ceci est particulièrement important dans notre région et dans la région du Sahel où les indices de développement humain sont faibles et déprimants. C'est pour cette raison et d'autres que nous réitérons l'appel lancé par les pays du Sud global en vue de réformer l'architecture financière internationale et en vue de promouvoir un système commercial multilatéral transparent, équitable, ouvert, juste, inclusif, et non discriminatoire et fondé sur des règles. Nous connaissons bien les effets paralysants de la corruption qui freine les progrès et la prospérité à l'échelle nationale et mondiale. Les profits de la corruption et des flux financiers illicites constituent en effet une part importante des ressources nécessaires pour le développement durable. Le retour de ces avoirs vers les États d'origine est un principe fondamental de la Convention des Nations Unies contre la corruption. C'est pourquoi la communauté internationale doit promouvoir l'adoption de mesures concrètes pour renforcer la coopération internationale afin de restituer les avoirs volés aux pays d'origine et éliminer tous les abris dont bénéficient ces corrompus, abris qui facilitent les flux financiers illicites, flux qui partent des pays en développement vers les économies développées. Il est également urgent de promouvoir des
la mise en place de régimes fiscaux inclusifs et équitables dans le monde. Nous avons contribué à présenter une résolution sur la promotion d'une coopération fiscale internationale efficace et inclusive aux Nations Unies. Des progrès ont été réalisés dans l'adoption du mandat de la Convention cadre des Nations Unies sur la coopération fiscale, mais il faut aller plus loin et adopter une convention cadre aujourd'hui. Il faut aussi que toute réforme du système financier international passe par des mesures d'allègement de la dette afin de permettre le financement durable du développement. Les pays du Sud global ne peuvent pas progresser s'ils ne bénéficient pas de concessions et d'une révision de leur endettement, afin de revoir ces dettes à la baisse. Mon gouvernement prend en considération les impératifs en matière d'investissement. L'an dernier, j'ai signé des ordres exécutifs pour enrayer la double fiscalité. J'ai également créé une équipe spéciale présidentielle sur l'examen des politiques fiscales et la réforme des politiques budgétaires et de la réforme fiscale. Ces mesures visent à donner confiance aux investisseurs qui souhaitent venir au Nigeria et visent également à permettre aux investisseurs de tirer des profits raisonnables de leurs investissements. Si le monde est aujourd'hui en train de faire sa transition vers la 4e révolution industrielle, l'Afrique, malheureusement, souffre d'un déficit énergétique. La mise en œuvre de l'ODD 7, énergie abordable et propre, doit aujourd'hui être prioritaire et tenir compte de la situation précaire de l'Afrique. Le gaz naturel demeure central pour la recherche de solutions aux défis énergétiques auxquels se heurtent l'Afrique et la communauté internationale. L'accès à des sources d'énergie plus propres, plus fiables et plus abordables est plus qu'une question de développement ou environnemental. C'est un facteur clé de la paix et de la sécurité internationale. Monsieur le Président, le Nigeria également reste déterminé à réaliser le DD 13, action climatique, et notamment l'ambition net zéro et la transition des hydrocarbures et énergies fossiles vers les énergies propres. Pour démontrer cette détermination, j'ai créé un comité présidentiel sur l'action climatique et les solutions fondées sur l'économie verte, et j'ai même nommé un envoyé présidentiel spécial sur l'action climatique. Nous redoublerons d'efforts pour relever les défis que pose le changement climatique et pour assurer la transition. Mais ces engagements doivent être ancrés dans le principe des responsabilités communes mais différenciées, dans les dispositions de l'accord de Paris signé en 2015. L'accord de Paris prévoit en effet que les pays développés apportent un soutien, notamment financier, aux pays en développement pour relever ces défis et atteindre leurs objectifs face au changement climatique. Le financement des pertes et préjudices a garanti à la COP27 en Égypte et étendu à la COP28 aux Émirats arabes unis doit être souligné. Nous attendons de la session de cette année à l'Assemblée générale et de la COP29 en Azerbaïdjan en novembre que l'on aille plus loin en apportant aux pays en développement et surtout aux pays africains un accès concret aux fonds pertes et préjudices, et notamment aux 100 milliards de dollars promis par les pays développés pour atténuer les effets néfastes du changement climatique. L'époque que nous vivons est une époque marquée par l'innovation numérique, mais il y a encore un fossé entre le Sud global et le Nord. Avec l'évolution de l'intelligence artificielle, les risques deviennent encore plus grands. L'ONU doit donc éliminer les obstacles à l'économie numérique en Afrique et parmi ces obstacles, il faut citer le coût élevé des services de connexion Internet et des droits de propriété intellectuelle. Il faut aussi tout faire pour élaborer des normes communes de réglementation des plateformes d'échange de crypto-monnaies. C'est la façon la plus efficace de faire en sorte que ces marchés bénéficient d'une confiance solide. Et cela limitera également les risques d'instabilité. Notre expérience au Nigeria, comme dans d'autres pays, montre que les nouvelles technologies, lorsqu'elles ne sont pas réglementées comme il convient, peuvent faciliter la criminalité organisée, l'extrémisme violent et la traite des personnes. Le commerce de crypto-monnaies a en effet alimenté la spéculation dans mon pays et sapé les réformes macroéconomiques. Nous avons également été témoins dans des pays riches comme dans des pays pauvres de l'effet corrosif des discours de haine et des fausses nouvelles propagées à travers les médias et les réseaux sociaux. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine pour renforcer
protection contre ces menaces. Grâce notamment aux technologies, nous pouvons enrayer ces tendances destructrices. Nous connaissons également les impératifs pour ce qui est de la promotion de la jeunesse et des femmes en tant qu'acteurs du développement national de la paix et de la sécurité. D'ailleurs, nous avons un plan d'action national sur les femmes et la paix et la sécurité, un plan d'action national sur les jeunes, la paix et la sécurité, pour garantir la participation des femmes et des jeunes dans le secteur de la paix et de la sécurité. Quant au sommet de l'avenir, il ne peut pas être couronné de succès sans établir de manière claire, ambitieuse et réalisable et des objectifs concernant la jeunesse. Conformément à cette aspiration, mon gouvernement continuera d'investir dans la jeunesse nigériane en lançant des initiatives comme la redynamisation du Fonds d'investissement national pour les jeunes, axé sur l'autonomisation des jeunes et leur entrepreneuriat. La famille mondiale, nous le savons, continue de sentir les conséquences de la pandémie de Covid-19, mais nous en avons tiré des enseignements précieux. Conformément à l'ODD3, nous devons continuer de travailler ensemble pour que la santé et le bien-être de tous soient garantis. Aucune maladie ne devrait être reléguée au second plan concernant une perception, en raison d'une perception erronée de sa gravité ou de son importance. Quant au flux migratoire, Monsieur le Président, il s'agit d'une question qui divise, une question complexe qui a des conséquences sur les pays pauvres comme sur les pays riches. Le Nigeria est un pays d'origine, de transit et de destination. Nous sommes donc une partie prenante majeure dans ces discussions sur l'immigration internationale et nous comprenons à la fois les difficultés et les avantages inhérents au flux migratoire. J'aimerais donc réitérer notre soutien au pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière. Nous devons tous continuer de le soutenir car il incarne nos efforts collectifs pour protéger les migrants. Je voudrais conclure en réaffirmant notre attachement au multilatéralisme et à son approfondissement, comme nous l'avons fait il y a 65 ans du haut de cette tribune, lorsque nous avons rejoint les Nations Unies en tant que 99e État membre. Nous restons attachés à ce désir d'être amis, d'être l'ami de toutes les nations et de participer activement aux travaux des Nations Unies, comme l'a exprimé avec éloquence notre Premier ministre fondateur, Sir Aboubakar Tafawa Balewa. J'espère que nos discussions cette année déboucheront sur des solutions face aux défis collectifs et accéléreront la réalisation des EDD que la promotion de la paix et de la dignité humaine au profit des générations actuelles et futures. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le vice-président de la République fédérale du Nigeria.